Bienvenue pour cette conférence des Trouvères au service de seigneurs méridionaux, une conférence numérique créée pour la médiathèque du Grand Narbonne par Arnaud Duminil. Il s'agit ici, pendant environ 1 heure, d'étudier ensemble comment certains trouvères au service de seigneurs du Midi ont influencé la production en Languedoc et inversement. La littérature médiévale en Languedoc fut florissante, la littérature médiévale en Languedoc le fut tout autant, et on aurait cependant tort de les cloisonner, de les distinguer par le seul fait que leur langue de support soit différente. Nous voulons montrer ici que l'interpénétration entre les langues, les styles, les formes de cette poésie fut une réalité dont on peut encore trouver des témoignages dans le peu de textes qui nous ont été transmis de cette époque. Pour des chercheurs comme Jacques Le Goff, seulement 10% du corpus écrit nous a atteints, et cette mise à l'écrit n'a certainement pas concerné toute l'oralité. Néanmoins, ce sont des trésors que nous conservons et qui nous permettent de comprendre d'une certaine façon notre passé, de construire notre paysage culturel actuel, de mieux se comprendre les uns les autres. Nous nous intéresserons dans cette conférence à ce qu'on pourra appeler la poésie lyrique, mise en musique, en opposition aux textes épiques qu'on nomme alors les chansons de geste, qui sont elles aussi versifiées. Musique et texte semblent inséparables, et l'art du troubard n'est pas seulement celui de la composition musicale. Il s'inscrit dans une dynamique plus vaste de divertissement intelligent, où le texte joue le rôle principal, tout comme dans la liturgie. Les premiers trouveurs sont d'ailleurs des religieux, et l'un des centres de ce métier se situe en Aquitaine. Les abbayes de Sainte-Croix à Poitiers avec Venance Fortuna au VIe siècle et l'abbaye Saint-Martial de Limoges avec Adhémar de Chabannes au XIe siècle sont les deux grands centres de la poésie liturgique où se développe l'art du trope, du tropaire, c'est-à-dire qu'autour de la matière première, le rite accompagné du chant, ambrosien, grégorien, le clerc trouve de nouveaux rythmes, de nouveaux sons, de nouveaux textes, de nouvelles intentions. La poésie lyrique latine est à la source du développement de l'art du troubard. Bien entendu, parmi les quelques noms et les quelques textes que nous avons conservés, combien d'anonymes, combien de voix non abouties laissons-nous de côté? La première réception des œuvres courtoises fait apparaître une origine à la cour de Guillaume IX d'Aquitaine, grand-père d'Aliénor d'Aquitaine. Il semble avoir été élève de l'abbaye de Sainte-Croix à Poitiers, influencé par l'abbaye Saint-Martial de Limoges, et il s'agit ici d'un seigneur profane appliquant d'une certaine façon l'art lyrique liturgique en passant du latin liturgique à la langue romane profane. Il s'agit aussi d'une transition d'un espace d'expression organisé par des religieux vers un espace d'expression que des profanes intellectuels développent, ceci étant tout d'abord l'apanage des détenteurs du pouvoir, des nobles, comme le duc d'Aquitaine, Guillaume. Alors, bien que siégeant à Poitiers, dans l'espace de Languedoc, la cour aquitaine a favorisé la Languedoc, en ouverture vers l'espace méridional. Et l'œuvre de Guillaume d'Aquitaine, en tant que mécène et poète, réside dans la conciliation entre la poésie lyrique latine, le chant bardique avec l'accueil de bardes chantant les louanges des chevaliers d'Arthur, la musique arabo-andalouse avec l'accueil de musiciens manipulant la poésie d'amour des cours andalouses et la poésie profane en langue vernaculaire, en l'occurrence en limousin. De la sorte, il apparaît que la diffusion depuis la cour aquitaine est concernée de façon simultanée Languedoc et Languedoc. Dans toute leur variété de dialectes, ces deux langues ont existé en dehors de le territoire autochtone, particulièrement au niveau culturel. Langue d'échange, portée par les guerres, les croisades, le commerce, les foires et la littérature, ces deux langues ont des racines communes et ont connu un passé commun avant que le français, à proprement parler, n'existe. Lors de la conquête des territoires de Languedoc par les rois de France, nombre de lettrés se résolurent à l'exil, en particulier dans les territoires sous influence des seigneurs franco-espagnols, notamment en Sicile sous Charles d'Anjou, mais aussi en Catalogne, en Aragon. C'est ainsi que Dante, dans la Divine Comédie,
poème fondateur de la langue italienne, citait le trouvère gascon Arnaud Daniel, qui lui était né en 1150, Dante en 1265, des siècles complètement différents. Il le citait en occitan, et ceci peut prouver que cette langue était utilisée par une certaine élite intellectuelle, tout au moins comprise comme un héritage auquel l'italien de Dante se rattache. Et ce, non seulement au niveau linguistique, mais dans la volonté d'inscrire la littérature en langue italienne à la suite de la littérature d'oc. Et quasiment à la même époque, le trouvère Adam de la Halle chantait en picard, en langue d'oï, à la cour de Naples pour le dit Charles d'Anjou. Il y créait notamment son jeu de Robin et de Marion, dont nous parlerons. Il n'est pas cité par Dante, mais nous verrons son influence sur la production théâtrale italienne. Nous nous intéresserons particulièrement à certains trouvères qui ont servi des seigneurs méridionaux ou influencé d'une manière ou d'une autre la production en Languedoc. Nous articulons cette conférence en 3 parties. Premièrement, nous analyserons 2 échanges linguistiques importants avant d'explorer quelques influences formelles. Enfin, des exemples d'ancrage international, notamment à Dante de la Halle, nous permettront d'ouvrir le propos vers les compositeurs, proprement parler de musique, plus tardifs. À chaque fois, c'est régulièrement, vous pourrez cliquer sur des liens de suggestion pour écouter des exemples de poèmes mis en musique. Je vous invite à le faire. Je vous souhaite une bonne conférence. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser aux échanges linguistiques entre espaces de langue d'oï et Languedoc, en particulier à travers 2 figures de trouvères. Un échange linguistique d'intérêt a existé à la cour de Thibaut de Navarre, Thibaut le chansonnier, arrière-petit-fils d'Aliénor d'Aquitaine, en la personne d'un de ses vassaux nommé Chardon de Croisille, qui a la particularité d'avoir œuvré un temps en oï, puis en oc, sous le nom de Chardot, quand il passa de Champagne, de langue d'oï, en Navarre, alors de Languedoc, dialecte gascon béarnais, et de langue basque pour le peuple. La Navarre constituait à l'époque une enclave française entre le royaume de Castille et l'Aquitaine, alors anglaise, du fait du mariage d'Aliénor avec le roi d'Angleterre, Henri Plantagenet, et le suzerain de Chardon, Thibaut de Navarre, est tout d'abord comte de Champagne avant de devenir roi de Navarre. On le connaît surtout sous ce nom de Thibaut le chansonnier, étant un trouvère très prolifique, mais il apparaît qu'il n'a manié que la langue d'oï. Thibaut de Champagne fait partie des plus illustres familles d'Europe occidentale, formant une alliance intime entre les familles franques du Midi et du Nord. La petite fille du premier grand troubadour, énoncé en introduction, Guillaume de Poitiers, Aliénor d'Aquitaine, décédé en 1204, et l'arrière-grand-mère de Thibaut de Champagne, lui-même fils de Blanche de Navarre, filleule de la reine de France Blanche de Castille, et il devient, par sa mère, roi de Navarre en 1234. Sa première épouse, Gertrude de Dabo, était elle-même trouveresse, sous le nom de la duchesse de Lorraine. Thibaut est nommé par Dante, encore une fois, précurseur de la poésie. Et il apparaît comme une sorte de retour aux sources de la poésie lyrique médiévale, depuis l'Aquitaine vers la Champagne, qui ensuite retourne dans un territoire où l'élite utilise la langue d'oc. La notion même d'amour courtois est justement ancrée dans ce débat philosophique qui a lieu entre les zones d'influence de langue d'oï et de langue d'oc. 3 grands piliers de ce débat sont ici à mettre en avant: le banquet, la philosophie platonicienne, auquel un des invités, Agathon, fait l'éloge de l'amour sous la notion d'agapé, d'amour transcendant, ce qui est, on peut le penser, assez contraire à la notion d'érotisme, d'amour sensuel, surtout d'amour partagé, vécu entre hommes et femmes, que là on retrouve chez Ovide, notamment dans l'art d'aimer, l'ars amatoria, qui est très répandu dans les ateliers de copistes du Moyen-Âge. Mais bien entendu, l'amour de Dieu est ici central, tel que chanté, mis en avant par l'Église, les sermons, l'éducation. Ici, bien entendu, le débat est dominé par une institution, une langue, le latin, qui a pour but la théologie, la science de Dieu.
Néanmoins, les cours profanes vont faire appel justement à ces religieux. Par exemple, Marie de Champagne, à Troyes, la fille d'Aliénor d'Aquitaine, grand-mère de Thibaut de Champagne, à sa cour, va appeler André le Chapelain. On est là à la même époque que Chrétien de Troyes, vers 1185, et cet André le Chapelain, donc religieux, va rédiger pour la cour de Champagne, la cour de Troyes, 3 livres d'amour, s'intitulant en latin De Amore Libritres, et qui sont justement rédigés en latin, dans la langue de la philosophie, de la religion, du débat théologique. Cette notion d'amour courtois y est définie à travers des jugements de femmes, notamment d'Ermengarde de Narbonne, grande cour d'amour qui rayonne sur toute l'Europe intellectuelle de l'époque. Grâce aux différentes filles d'Aliénor d'Aquitaine, Mathilde, dans l'espace germanique, dans l'espace castillan, dans l'espace anglais, eh bien, ce traité d'amour courtois va pouvoir être diffusé, et cette notion d'amour va représenter à la fois l'agapé, l'amour transcendant, et l'amour partagé, l'amour sensuel, l'éros voulu des deux côtés. Ce qui, ici, bien entendu, définit aussi un positionnement de la femme et de l'homme, au niveau social et aussi au niveau philosophique. Cette notion d'amour courtois n'est pas partagée, bien entendu, par tout le monde, et notamment est combattue par l'Église. Pierre de Blois, lui-même secrétaire d'Aliénor d'Aquitaine, ancien élève de Thomas Becket, donc là c'est l'espace qui rayonne autour de l'évêché de Chartres, des évêchés du royaume d'Angleterre. Ce Pierre de Blois dit « L'amour courtois est la mort de l'âme, l'ennemi de l'Église ». Là, il faut bien interpréter que les langues utilisées dans l'amour courtois, langue d'oïl, languedoc, vont créer un vocabulaire de la fine amour, bien spécifique. On pourrait même dire que cette langue de l'amour courtois joue elle-même une fonction sociale, c'est un fonctiolecte, c'est-à-dire de s'ériger ici au niveau du profane en tant que partenaire valable du débat philosophique avec l'Église elle-même. Même si, bien entendu, dans ce débat, on parle de femmes, d'hommes, d'amoureux, la fiction n'est jamais loin, et là on rattrape tout de suite la notion de fable, de narratio fabulosa, telle que Macrobe, penseur romain, l'avait défini. L'amour courtois est issu d'un débat international né entre Languedoc et Languedoc. Il est subjectif, bien entendu, intellectuel, spirituel, voire religieux. C'est le chemin de l'âme vers l'amour divin, emprunté d'une autre façon que celui de l'Église. Et là, ici, les trouvères et les troubadours se situent dans un domaine entre l'oralité, c'est-à-dire le débat vraiment vécu dans la cour, à proprement parler, et la mise à l'écrit. Et ça, un germaniste suisse, Paul Zumthor, l'avait défini comme une notion de vocalité, c'est-à-dire que autant l'écrit que l'oral joue ici le rôle de média pour supporter ce débat philosophique dans le monde profane. Ce débat entre Hoc et Hoc à la cour de Marie de Champagne va être perpétué quand son petit-fils, Thibaut de Champagne, deviendra lui-même trouvère. Chardon, lui-même, le vassal, serait originaire d'un lieu nommé Croisille, se situant éventuellement dans le pays d'Arras. Quoi qu'il en soit, il sert Thibaut de Navarre, qui organise une croisade sans le roi de France, de 1238 à 1241, donc en tant que roi de Navarre, ce qu'on appelle la croisade des barons, qui permettra de maintenir l'influence des Francs en Terre Sainte et surtout apporter une gloire sans limite au roi de Navarre. Y participe notamment le trouvère et chevalier Philippe de Nanteuil, mais aussi Amoricis, le fils de Simon de Montfort, conquérant du Languedoc, et de nombreux barons de France et d'Angleterre. C'est une croisade française, organisée par un des plus puissants barons d'Europe, roi de Navarre, originaire de Champagne. Néanmoins, il semble que la cour de Thibaut de Navarre à Pampelune, où il meurt en 1253, ait maintenu la Languedoc comme langue administrative et culturelle. La cité de Pampelune est pour moitié occupée par des Francs, en fait des immigrants de Gascogne et de Languedoc, notamment Pierre d'Andoc, moine de Conques, y est évêque jusqu'en 1150.
La cité se situe sur le chemin de Compostelle, faisant un important centre d'interculturalité. D'après plusieurs médiévistes comme Robert Laffont, Pierre Bec, c'est potentiellement à Pampelune que des Gascons, Aquitains, auraient rédigé l'original en gascon, en Languedoc, de la chanson de Roland, texte fondateur du roman national français. Ceci est assez cocasse, puisque ce serait justement de Pampelune que les Vascons, les Basques, seraient partis pour massacrer l'arrière-garde de Charlemagne à Roncevaux, où Roland trouva la mort. Le métier de la poésie épique n'était pas ignoré de la littérature en langue d'oï au Moyen-Âge. Le roman de Geoffrey, la Canso d'Antioche, qui était composée à Limoges, et tout simplement la Canso de la croisade des Albigeois. C'est dans ce contexte que Chardon va animer un jeu-parti avec un troubadour nommé Huc, potentiellement Huc de Saint-Cirque, Hugo dans le texte. C'est un contemporain de Guiro Riquier, dont nous parlerons ensuite, troubadour originaire de Narbonne. Ce jeu-parti, ce partimène, est conservé dans un manuscrit à Modène, en Italie. Avec le jeu-parti, cette forme de jeu entre deux trouvères et troubadours, nous sommes directement plongés dans la théâtralisation de l'acte poétique, dans l'espace de la cour suzeraine, où les vassaux, nobles, cherchent à faire briller la cour de leur suzerain, qui se veut lui-même un brillant intellectuel, capable de manier de hautes conceptions relevant de la religion. Les deux poètes, ici, prennent un parti opposé et s'inscrivent dans la tradition de la tensu, du partimène, qui est un genre originaire de la zone d'Oc. Pour les chercheurs italiens, ce jeu-parti n'aurait pas eu lieu en Navarre, mais en Italie, à Gênes probablement, d'où sont partis les chevaliers pour la croisade organisée par Thibaut de Navarre en 1239. Hugues de Saint-Cirque, originaire du Quercy, est attesté en Italie du Nord déjà depuis 1220. On peut ici penser à l'organisation par le puissant roi de Navarre d'une cour littéraire éphémère qui aura laissé son empreinte en Italie, comme nous l'avons évoqué avec Dante. Il apparaît ici qu'un lien avec la religion chrétienne dans ce texte n'est pas bien évident. Les deux dernières laisses portent l'idéalisation de la dame jusqu'à lui attribuer la qualité de la joie parfaite, Gaug entière, un attribut réservé à la Vierge Marie dans la poésie mariale. Alors, comme le rappelle Georges Duby, ces XIIe et XIIIe siècles voient se quereller de nombreux jeunes hommes à marier autour de jeunes femmes qui ont de larges richesses en dot. Aussi ne s'agit-il pas seulement que d'amour physique ici, d'être payé en retour, c'est-à-dire mariage contracté avec la dite dame, recevoir quelque chose. Mieux vaudrait une dame déjà veuve mais riche qu'une donzelle, certes toute jeunette, mais éventuellement encore trop jeune pour qu'on l'épousât. Aussi mieux vaut recourir à une tierce dame, qui semble recueillir tous les suffrages et dont traite les deux dernières strophes, éventuellement l'épouse du suzerain, qui fera acte de largesse, de libéralité. C'est d'un usage assez fréquent que les poètes flattaient les épouses de leurs suzerains pour en recevoir des récompenses, et c'est là toute la complexité de l'amour courtois de la fine amour, qui est autant amour de la dame que de son époux, rarement nommé directement, mais flatté, diverti, donc enclin à la largesse. Un autre échange qui nous a été transmis est celui engageant à nouveau un trouvère, nommé Conon de Béthune, décédé en 1219, et un troubadour, Rimbaud de Vaqueras, décédé en 1207. Tous deux sont engagés dans la 4e croisade, qui va voir en 1204 le pillage de Constantinople par les chrétiens occidentaux. Il s'y crée alors un État latin, en lieu et place de l'État grec, de l'Empire, on appellera byzantin, et les deux chevaliers seront récompensés en terre et en argent. Et c'est dans ce contexte de croisade, où toutes les langues se confondent, que Conon et Rimbaud vont réaliser un jeu parti, encore une fois, bilingue, en picard et en provençal. Alors, revenons sur Conon, ces deux figures. Conon, lui, est né en 1150, ce qu'il apparaît, dans ce qui est alors le comté de Flandre, qui deviendra en partie le comté d'Artois, de Hainaut. Le territoire est de Languedoc, de dialecte picard. Il est surtout connu pour ses chants de croisade et ses jeux partis, ses joutes poétiques, qu'il eut dès son enfance contre les trouvères locaux, notamment Huon d'Oisy. Utilisant le dialecte de son pays natal, il se défend dans un de ses poèmes des attaques figurées par des nobles français, par la reine de France, notamment Adèle, la mère de Philippe Auguste, contre son accent non français.
d'un vieux débat. Ça, on peut le lire sur le poème qui s'affiche à l'écran. Alors, ce Conon de Béthune suit son suzerain, Baudouin de Hainaut, dans la 4e croisade, et quand ce Baudouin devient empereur d'Orient, Conon s'installe à la cour de Byzance, jusqu'à sa mort en 1219, devenant même le précepteur de Jeanne de Constantinople, qui aura elle-même une très grande cour d'amour dans le comté de Flandre. Rimbaud de Vaqueyras, il le rencontre justement en Orient. Il est déjà très célèbre, Rimbaud de Vaqueyras, qui est originaire de cette partie de la vallée du Rhône, de Bonvin. Rimbaud servait tout d'abord des seigneurs piémontais, les Montferrat, qui eux aussi contribuent à dépecer l'Empire byzantin en se taillant un fief à Thessalonique. Rimbaud est surtout connu pour un poème, à l'époque un discours ou un lait, en 5 langues, qui distingue le provençal du gascon, de Languedoc, ce qui est surtout un fait politique ici, puisque le provençal, c'est la Languedoc d'un territoire qui alors appartient au Saint-Empire germanique. Frédéric Barberousse, l'empereur, se fait sacrer empereur à Arles en 1178, tandis que le gascon renvoie à une zone d'influence anglo-française, à l'Aquitaine à proprement parler. D'après les chercheurs, l'original de ce jeu parti bilingue picard-provençal aurait bien existé, mais a disparu, et le texte existe ici dans 8 manuscrits d'origine provençale ou italienne, notamment dans le chansonnier provençal, comme on le voit à l'écran, avec une répartition bicolore, bleu pour le troubadour, rouge pour le trouvère. Et le fait que cette tensou soit conservée dans 8 manuscrits témoigne de l'intérêt pour ce texte, même s'il est regrettable que les parties de Conon aient été largement traduites. Il ne reste qu'une forme de provençal picard très pauvre, compréhensible pour des locuteurs d'un autre siècle pour lesquels le dialecte français devait être transposé dans une version plus actualisée pour leur époque. On peut aussi penser que les deux poètes aient réalisé leur joute dans une langue de compromis que les manuscrits tentent de retranscrire. En tout cas pas en Languedoc comme Chardon et Hugues précédemment. Comme dans la plupart des joutes courtoises, il s'agit ici de mettre en scène pour le public composé de seigneurs et de chevaliers un problème concernant les idéaux courtois. Une dame, idéalisée, parfaite, est servie par 2 chevaliers de même haute vertu qui tous deux l'aiment. L'un lui dévoile son amour et demande la contrepartie. L'autre se tait et ne veut dévoiler son amour, même si la dame le sait. Tous deux semblent en tort. L'un réclame son dû, l'autre est hypocrite. Et Rimbaud demande qui des deux doit recevoir miséricorde. Pour Conon, celui qui joue le jeu de la vérité. Compare l'autre chevalier à Judas, en expliquant que s'il est tombé en damnation, c'est parce qu'il n'a pas su demander son dû, le salut. Pour Rimbaud, si la dame est parfaite, alors nul besoin de lui demander son amour. Elle le donnera, quoi qu'il arrive. C'est justement péché que de réclamer. La cobla de la fin de la dernière strophe, voire même une strophe entière, nous manque. Les 2 chevaliers campent sur leur position. Alors le but ici n'est pas de trouver un compromis, mais de lancer un débat courtois qui va animer le public. L'influence de la religion est ici très nette, se cache sous des motifs, des idéaux courtois, de l'amour, du plaisir physique. Ainsi, il semble que le troubadour et le trouvère ne soient pas de même avis, tout comme Chardon de Croisille et Huc, mais qu'ils partagent ensemble une culture commune qui leur permettent de dialoguer dans leurs langues respectives sur des sujets intellectuels très en vogue dans les cours nobiliaires. Faut-il être fidèle à un cours d'honneur arbitraire? Faut-il suivre les préceptes bibliques, notamment celui de saint Matthieu qui rapporte « Demandez, l'on vous donnera », tout comme il faut demander son dû à la dame, au suzerain. Ces prises de position font partie d'un jeu très convenu, circonstancié. Et ces débats semblent avoir été assez fréquents. Un autre exemple bilingue est attesté entre Gausenfeld, troubadour, et le comte de Bretagne, c'est-à-dire Geoffroy Plantagenet, un autre fils d'Aliénor d'Aquitaine. On peut renvoyer à la bibliographie attenante pour le découvrir chez Pierre Bec. Nous nous sommes intéressés dans la première partie à des échanges où la langue joue un rôle essentiel. Le jeu parti en a été la forme privilégiée et il semblerait que la tensou occitane ait été d'abord œuvre de troubadour, puis œuvre de trouvère, avant d'être le lieu où les 2 protagonistes, dans une langue ou une autre, ont pu établir un jeu intellectuel apparemment en opposition, mais contribuant à une même culture. Dans cette deuxième partie, nous allons analyser certaines influences quant à la forme même de certains poèmes
Premièrement chez Guiraud Riquier, narbonnais d'origine, et sa contrepartie, le trouvère Gonthier de Soigny, en Hainaut, un autre influenceur de la cour de Thibaut de Navarre. Gonthier de Soigny semble avoir vécu de 1170 à 1220, soit 10 ans avant la naissance de Guiraud Riquier. Ce trouvère a manipulé, apparemment, uniquement le français d'Île-de-France. Il fut clerc du chapitre de Soigny, en Hainaut, territoire de Languedoc dialecte picard, un important centre de pèlerinage et de rencontre de la noblesse européenne autour de la confrérie de Saint-Vincent. Gonthier servit les fils de l'empereur du Saint-Empire, qui était notamment comte de Bourgogne, avant de faire partie de la cour du jeune Thibaut de Navarre en Champagne, puis sa vie semble s'être arrêtée ici. Et c'est sûrement via cette personne, Thibaut de Navarre, et la rétroaction dont nous parlions précédemment, qu'une forme de danse, et la poésie inhérente, s'exporta de Champagne vers le Languedoc. Cette danse s'appelle la Rotrouange, et Gonthier de Soigny semble être le premier poète à s'en être saisi, avant que des troubadours, comme Johann Estève de Béziers ou Guiraud Riquier de Narbonne, ne l'incorporent à leur poésie. Le Rotrouange, la Rotrouange ou Retrouencho est tout d'abord une danse dont le rythme fait apparaître ce qu'on pourrait appeler un refrain court, mais présentant invariablement la même musique tout au long de la danse. Le nom Retrouencho, Rotrouange, s'apparente à rétroactif refrain. De la sorte, le Rotrouange de Guiraud Riquier, présenté ci-dessus, est rythmé en chaque fin de strophe par deux vers semblables et invariables. Ceci donne une musique de danse chantée très gaie qui va bien dans le sens du plaisir et même du plaire à son public. Guiraud Riquier est né en 1230, apparemment, dans une Narbonnaise conquise par les croisés français. Le romaniste Joseph Anglade le nommait le dernier troubadour et considérait que le milieu de la noblesse languedocienne de l'époque se détournait de l'art du troubard. Guiraud Riquier essaiera, certainement en vain, d'être introduit auprès du roi Alphonse X de Castille et de la reine Yolande d'Aragon, menant tous deux une grande cour intellectuelle où le galicien, le castillan, le catalan, l'occitan se côtoyaient. Le roi Alphonse lui-même est poète, il a contribué au Cantigas de Santa Maria, et il a fait traduire en castillan des fables arabo-indiennes, le Kalilari Dimna, qui influenceront Jean de La Fontaine. Vraiment, Guiraud, qui annonce dans son poème vouloir se perfectionner auprès du roi, auprès des Catalans, comme il le dit, a vraiment matière à trouver dans cet espace culturel très intense. On sait seulement que Guiraud a connu Jaume Ier d'Aragon, éventuellement à Montpellier, qui était encore sous l'égide catalano-aragonaise. On peut penser que Guiraud, qui cherche vraiment à plaire ici, trouvait un protecteur en la personne du roi Jaume ou d'un de ses vassaux, utilise la Rotrouanche nouvelle dans le paysage lyrique languedocien, afin d'apporter à cette cour une joie digne de celle de Thibaut de Navarre à la même époque, où éventuellement ces danses ont été encore dansées, notamment celle de Gonthier de Soigny. Ainsi, alors que le jeu parti semble avoir circulé du sud au nord, cet exemple de danse démontre une influence certaine de la poésie des trouvères sur celle des troubadours, au moins d'un phénomène où les troubadours, après la croisade des Albigeois, proprement parlé, la première partie, à la fin du XIIIe siècle, si on souhaite se situer ainsi, eh bien, vont s'accaparer peu à peu des formes nouvelles, mais qui vont permettre de briller, faire briller une société méridionale. Nous avons vu que la forme et la ludicité intellectuelle du jeu parti a beaucoup intéressé les trouvères. Une autre forme également est fondatrice de tout un pan de la poésie franco-picarde, la pastourelle, qui semble également tout droit venir de la littérature d'oc. On attribue au troubadour gascon d'Aquitaine Marcabru, mort 1150, la plus ancienne pastourelle française, dont l'incipit est « Lautrière à l'Issido d'Abriu, l'autre jour au sortir d'avril ».
La Gascogne est alors sous la domination anglo-aquitaine, elle fait partie du domaine d'Aliénor d'Aquitaine. Marcabru fait partie de la cour de cette gente dame, reine de France, en 1137. Il la suit, mais il ne semble pas rester très longtemps dans l'espace parisien, l'Île-de-France, car le roi est jaloux. D'ailleurs, il répudiera son épouse en 1152, qui n'hésitera pas à épouser le roi d'Angleterre, lui amenant en dot l'Aquitaine et de nombreux enfants. Même si le séjour de Marcabru fut court, des poètes comme lui ont bien pu influencer la poésie naissante des trouvères avec leur forme typiquement occitane, leur forme et leur contenu. Il en est de même du Lay, initialement le Descourtes, un poème de haute voltige tout en dissonance qui fera la gloire des cours de Languedoc. Et la pastorelle de Marcabru ici est véritablement incontournable. À la lecture de ce poème très satirique, on peut, comme certains médiévistes le font, se demander si l'histoire n'est pas vraie, et que le narrateur ne soit pas orné de vraies cornes. Toujours est-il que la fictivité de l'œuvre, comme on peut aussi le penser des œuvres précédentes, est à relier à des vérités plus larges. La citation de Salomon n'est pas anodine. Dans la dernière strophe, on renvoie ici au chant de Salomon, au Cantique des Cantiques, un des plus grands poèmes d'amour qui soit. Un chevalier, contant Fleurette à une bergère qui lui rétorque ses 4 vérités, c'est aussi renvoyer toute la société courtoise à sa propre hypocrisie. L'amour courtois ne semble être que fiction, et les poètes, certains poètes n'en sont pas dupes. Encore une fois, le raisonnement philosophique prend le pas sur le simple plaisir poétique. L'art des troubadours n'est pas du tout mièvre, mais piquant et savoureux. La définition de la pastourelle, cependant, aurait pu laisser penser le contraire, comme on le voit à l'écran. Elle est donnée par le catalan Raimon Vidal dans son ouvrage d'étude de la langue occitane de sa poésie, datant du XIIIe siècle, qui s'intitule Le Rasus de Troubar. Cependant, comme nous l'enseigne Michel Zinc, toute cette poésie en langue vernaculaire est intrinsèquement liée aux faits religieux et aux spirituels. Ainsi, même ces poèmes d'amour peuvent contenir un sens de lecture beaucoup plus profond qu'à la première lecture. On pourrait penser qu'en citant Salomon, la jeune fille prétend qu'une union amoureuse telle que la propose le narrateur est indigne et souillerait la pureté de leur âme. Le pastoureau, comme figure du berger, christique, et la pastourelle, parangon populaire de l'amour marial, sont les miroirs d'une société courtoise que le troubadour utilise non pas seulement pour critiquer, mais dans un souci de salut. D'ailleurs, comme Michel Zing l'a bien étudié, de nombreuses chansons courtoises furent reprises telles quelles dans les sermons, car leur sens religieux est incontournable. Nous avons vu que les échanges linguistiques ainsi que les influences sur la forme poétique même pouvaient être le lieu de débats non seulement intellectuels, mais aussi spirituels intenses, et ceci influence tout à fait la façon dont la littérature est créée dans les deux langues, dans une même culture. Nous voulons, en troisième partie, présenter un exemple de trouvère ayant ancré une certaine tradition issue de ce dynamisme dans le paysage littéraire médiéval. Nous ouvrirons enfin le discours en portant notre attention sur certains compositeurs à proprement parler. Adam de la Halle, on le connaît peu, pourtant tous les enfants l'étudient au collège. Il nous a laissé ce que l'on considère comme les plus anciennes pièces de théâtre profane que la France conserve, le jeu de la feuillée et le jeu Jou de Robin et Marion. Né vers 1240 à Arras, terre de Trouvère, il est certainement le fils d'un riche marchand de drapier. C'est un bourgeois, non plus un noble. Il fit ses études auprès des cisterciens de l'abbaye de Vaucelles, où en 1257, le roi Saint-Louis déposa une épine de la couronne ducale. Vraiment un lieu très important à l'époque. Alors règne sur Arras le comte d'Artois, Robert II, qui est le petit-fils de Blanche de Castille, elle-même Troubaïritz, petite fille d'Aliénor. C'est le neveu de Saint-Louis. Et sûrement ce comte d'Artois, Robert II d'Arras, Robert II, emmena Adam de la Halle dans ses expéditions, dans sa suite, dans sa cour. Lui, le bourgeois d'Arras qu'on surnommait Adam le Bossu.
Adam se mit ensuite au service du frère de Saint-Louis, Charles d'Anjou, roi de Sicile, qu'il suivit en 1270 durant la 8e croisade en Égypte et en Syrie, avant de s'installer définitivement à Naples, où on le dit mort en 1287, soit 2 ans après la mort de son protecteur, de son mécène, Charles d'Anjou. Son petit-fils Robert y invitera Pétrarque, Lobocas ou encore Giotto. On parle d'une cour napolitaine vraiment très prestigieuse. Après les fameuses vêpres siciliennes en 1282, qui voient donc Charles d'Anjou chassé de Sicile pour y installer le pouvoir d'Aragon, Naples devient la capitale d'un royaume angevin dont fait partie la Provence. Et c'est à Naples qu'Adam composa ses jeux, en Picard, pièce de théâtre destinée à la cour et non au peuple, tout au moins le jeu de Robin et Marion. C'est à Naples que ce jeu est créé pour la cour de Charles d'Anjou et de son fils, et le dialecte qui est utilisé le Picard peut nous faire dire que cette langue était comprise du public, que c'est ainsi une des langues des membres de l'élite intellectuelle. Ou alors on peut penser, comme ce fut le cas pour le pauvre Conon de Béthune, à qui on reprochait son accent, que ce dialecte permet d'ancrer les locuteurs dans une réalité théâtrale de satire envers la bourgeoisie et le peuple. Le temps de l'action théâtrale est alors supporté par la langue, qui permet également d'ancrer les spectateurs dans un espace où le réel est subjectif et de les rendre eux-mêmes acteurs du jeu. Et cette réalité est adaptée à son public. Ce miroir reflète à la fois une certaine idée de la société vue par la noblesse, ainsi que cette noblesse elle-même dans toutes ses contradictions. Le genre dramatique du jeu, tel qu'il apparaît dans le Robin et Marion d'Adam de l'Halle, apparaît véritablement très musical, et ceci constitue une tradition non rompue, au Moyen-Âge, du théâtre tel qu'on l'a connu durant l'Antiquité. La présence des chœurs, notamment, était très importante, les chants, la danse, la musique, formant un spectacle complet. Ceci se manifeste notamment dans le paysage culturel quotidien des chrétiens du Moyen-Âge, dans le domaine du sacré. Les mystères et les miracles, les sous-genres des drames liturgiques, référant à la vie du Christ, typologie entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou des thèmes hagiographiques, joués dans l'Église ou, on le pense davantage, devant l'église, sur des sortes de scènes théâtrales formant une maison, on appelait ça des mansions, sont accompagnés d'une musique véritablement foisonnante, des récitatifs, des chants, de la musique non vocale, telle qu'on en connaît pour la célébration de la messe, tout simplement, qui constitue aussi une mise en scène en soi. En l'espèce, si on se réfère par exemple à ce manuscrit que l'on voit à l'écran, du Ludus Danielis, composé dans l'espace franco-anglais, un manuscrit de Beauvais, si on en écoute certaines représentations actuelles, certains scientifiques vont même jusqu'à parler d'un opéra, c'est-à-dire véritablement qu'on est dans une théâtralité de la musique ou une musicalité du théâtre très intimement liée. Et ceci nous amène à reconsidérer notre lecture des pièces de théâtre du Moyen-Âge. C'est notamment, on compare le jeu de Robin et Marion avec d'autres jeux qui nous apparaissent profanes au prime abord, on pourrait même appeler des comédies ludiques à portée de divertissement. Or, comme il nous est apparu dans la musique, l'art du troubard, il y a ici une recherche non pas seulement du simple rire, mais d'une portée morale, telle qu'on l'a connue dans la comédie antique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la catharsis, la purification. Certaines œuvres dont on a encore la trace, le Querulus, le râleur, une imitation de textes latins, font apparaître une étude du thème de l'avarice, péché capital, menant vers la pitié, c'est-à-dire d'une purification des acteurs qui va amener une purification des spectateurs. Peut-être a-t-elle été vraiment mise en scène, cette pièce, ou simplement lue. En tout cas, comme le Babio, l'amour courtois, l'amour divin s'oppose, le sponsus, le dit de l'époux, un des premiers jeux bilingues latin-occitan, composé à Saint-Martial de Limoges, Limousin. Saint-Martial de Limoges,
c'est un de ces grands centres, comme nous l'avons vu en introduction, où l'art du trope a été porté à une diffusion plus intense, en dehors même du milieu clérical. Donc ici, une comparaison très intéressante entre le développement du théâtre et le développement du chant, de l'art du troubard, du texte de la poésie chantée et à portée moralisatrice. C'est un des premiers jeux, un des premiers théâtres, en tout cas, scènes théâtrales, dans lesquelles apparaissent des démons, des fantasqueries. Ces pièces sont créées dans un univers où le religieux est toujours présent et par, premièrement, des membres de la hiérarchie monastique ou des ensembles cathédraux dans les villes. Ce sont des intellectuels, des religieux, de prime abord, qui par exemple vont se saisir de thèmes comme l'amour courtois. Notre texte à citer serait le Pamphilus de Amore du XIIe siècle, composé également dans l'espace anglo-aquitain, sensiblement par un clerc religieux, un lettré, étudier la théologie, la littérature, et qui va chercher à faire comprendre, soit à ses lecteurs, soit à ses spectateurs, que l'amour courtois, tel que décrit à l'époque, on l'a vu en première partie, dans l'art du troubard notamment, et qui nous provient d'Ovide, traité de l'amour, eh bien, doit mener vers l'amour divin. Et là, on est toujours dans cette recherche d'une portée du salut, en réalité. S'accompagne-t-elle de musique, ces pièces? On ne le saura peut-être jamais. En tout cas, si on relit les textes, si on va chercher dans la littérature scientifique les concernant, on le suppose. Ce développement de la dramaturgie musicale prend sa source véritablement dans ce territoire entre Oeoc, qui est aujourd'hui l'Aquitaine, le Poitevin, le Limousin, développement de l'art du troubard, comme nous l'avons évoqué en introduction, en parallèle de ce théâtre musical. Cela peut être appliqué également dans d'autres domaines de l'art, notamment dans la sculpture, sculpture d'église. On voit ici un chapiteau du chœur de Saint-Pierre de Chauvigny, non loin de Poitiers, dont les évêques de Poitiers étaient les seigneurs, vu le développement de cet art du troubard à Poitiers, à Limoges. Ceci est à reconsidérer dans un champ très large qui fait véritablement partie du quotidien des chrétiens du Moyen-Âge. Je renvoie ici à une conférence réalisée en 2012 à l'Université de Toulouse par Daniel Lacroix. Je vous invite à la consulter. On retrouvait le lien dans la bibliographie précédant cette troisième partie sur canal-u.tv. C'est ici que ce terme de jeu peut être analysé de façon beaucoup plus approfondie. Pourquoi le jeu de Robin et de Marion? Est-ce seulement une mise en scène, un jeu théâtral, ce qu'on pourrait appeler, comme on l'a vu précédemment, le ludus Danielis ludus, ludicité? Ce terme nous vient du théâtre latin profane, qu'on compare au mot jeu qui vient de iocus, qui a donné ce terme également de juglar, la jonglerie, le jeu. Ça nous apparaît finalement d'être une badinerie, un théâtre sans portée sérieuse. Il faut aller aussi rechercher dans l'héritage grec antique, dithyrambes notamment, qui s'accompagnaient des jeux et processions en l'honneur de Dionysos, et tragos, quand on sacrifiait le bouc et la bière d'épeautre, donnait la tragédie, ou le komos, des jeux qui s'en allaient depuis les villages, donnait la comédie. Komos, tragos, dithyrambes, ces genres du théâtre dans lesquels se sont rendus célèbres les Échilles, les Euripides, les Sophocles, ces scènes de théâtre que nous connaissons encore, les Ménandres. On peut les comparer à la pantomime latine, genre plus sérieux, qu'on pouvait aussi appeler la fabula, c'est-à-dire que le théâtre médiéval, la fable, le lait, le dit, le jeu, sont les héritiers d'une tradition, d'un jeu dans lequel il va y avoir un mélange de profane et de sacré vers une portée philosophique, comme nous l'avons dit précédemment. Premièrement, ces jeux, ces moments qui paraissent un peu à part du drame liturgique, sont inclus dans les drames liturgiques eux-mêmes, ce que l'on va appeler premièrement les farces, du latin farcire, qui est includant, comme la farce que l'on mange, comme le trope, que nous avons vu en introduction de cette conférence, était un moment
un peu à part du chant liturgique, un moment trouvé, un moment nouveau, et bien peu à peu il va devenir indépendant, s'émanciper de cette inclusion dans. C'est ainsi que ces jeux liturgiques dont nous avons hérité, comme la visite au sépulcre, héritage du Xe siècle, retenu sur un manuscrit de 970, créé dans l'espace anglo-normand, ou alors le jeu d'Adam, bilingue latin-oi, avec des vers en occitan, qui nous vient de l'espace anglo-aquitain. Ce jeu d'Adam aurait été créé vers 1150, à la même époque que la pastourelle de Marcabru, et sensiblement à la même cour, celle d'Aliénor d'Aquitaine, encore elle, véritablement fondatrice de cette renaissance du XIIe siècle, comme on peut l'affirmer de nos jours dans la littérature scientifique. Ces jeux comportent des moments de farce complètement dionysiaques, avec des apparitions de démons complètement fantasques, avec beaucoup de rire certainement, et de musique. Ils sont créés, ces jeux, toujours, on le pense, par des clercs, des membres du clergé, dans un espace où la frontière, la limite et donc la richesse que peut offrir la confrontation entre Languedoc et Languedoc est la plus vive, l'espace anglo-aquitain. Certains de ces jeux se retrouvent dans le livre des jeux de l'abbaye de Fleury-sur-Loire, qui est conservé à Orléans, date du XIIIe siècle, mais face à cela, peu à peu, ces farces vont devenir des pièces à elles seules. On parle de la chante-fable pour Aucassin et Nicolette, et là tous les termes se lient, fabliau, le dit, le lait, tout cela, ce sont des termes dont les limites apparaissent très très floues. On va aussi retrouver des farces dans le domaine profane de la chanson de geste, par exemple dans un manuscrit qui est conservé à la BNF dédié à Alexandre le Grand. On y retrouve notamment le roman d'Alexandre de Bernay, avec ses fameux alexandrins, dont on parlait précédemment, se trouve une farce incluse, Le garçon et l'aveugle, sur le thème de l'avarice, sur le thème moral de l'avarice, portée catharsis, encore une fois, de purification de ces spectateurs, peut-être, qui écoutaient les chansons de geste sur Alexandre le Grand, ou ceux qui ont lu le manuscrit, peut-être qui l'ont utilisé pour produire ce spectacle sur Alexandre le Grand, et de lequel on va introduire cette farce. Et puis, là nous sommes au XIIIe siècle, apparaissent également des jeux complètement indépendants, dont le premier serait ce lait de Courtois d'Arras, vers 1250. C'est encore une référence très forte au sacré. Il s'agit ici d'une parabole christique, la parabole du fils prodigue, qui s'appelle Courtois. Bien entendu, on parle ici de l'amour courtois peut-être. C'est un jeu complètement en langue vernaculaire. Précédemment, on voyait des choses bilingues, latin, oil, puis peu à peu cette chante-fable, et puis peu à peu cette farce en langue vernaculaire. Et puis là, ici, c'est un jeu, un lait, comme il est appelé, complètement en picard, créé à Arras, avant que Jean Baudel, avant que Rutebeuf, avant que Adam de la Halle ne compose les jeux qu'on leur connaisse. La figure de Rutebeuf est ici aussi intéressante à réétudier. Il a créé des miracles sacrés et des jeux profanes, le dit d'Aristote par exemple. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre comment ce jeu de Robin et de Marion a été créé à la cour de Naples, sur un thème profane, mais toujours avec une portée philosophique, certes dédiée à des spectateurs du milieu aristocratique. Le jeu de Robin et Marion reprend les codes de la pastourelle, c'est-à-dire une chevalier amoureuse d'une bergère, en dehors de sa classe sociale, si on pouvait en parler ainsi, mais plutôt parler ici d'amour trivial face au véritable amour intellectuel, l'amour courtois, rythmé de danse, de chant. Certains parlent même d'un opéra comique, comme en feront plus tard les Molières, etc. Et ceci n'a plus été créé par un membre du clergé, par cet Adam de la Halle qu'on peut voir sur certaines enluminures tonsurées, parce que c'était un clerc, c'était un étudiant. Il a étudié notamment à l'abbaye cistercienne de Vaucelles
non loin d'Arras. Donc là, bien entendu, l'enseignement cistercien, véritablement une portée théologique forte vers le salut, et ensuite à l'université de Paris, comme Rutebeuf, comme la plupart de ces grands dramaturges du Moyen-Âge. Et ceci depuis Arras, l'exportant vers les milieux aristocratiques, vers le diversement de cour comparé au divertissement rustique tel qu'il apparaît dans Robin et Marion, par exemple, avec la fête des bergers. Arras est justement un de ces centres de production de jeux qui a permis à Adam de la Halle de forger son style. En particulier le trouvèrent Jean Baudel et son jeu de la Saint-Nicolas, et révélateur d'un genre théâtral bien ancré dans les mœurs, tout comme les jeux religieux de Gautier de Coincy, par exemple. Ces jeux portent souvent un message politique, conversion des musulmans au christianisme, rémission des péchés en cas de participation aux croisades, les sermons, la liturgie, les annonces publiques, tout est spectacle, pourrait-on dire. Les jeux donnés par Adam de la Halle à Naples le furent aussi à Arras. C'est ici le rôle de la confrérie des jongleurs qui est à mettre en avant une société formée de clercs et de laïcs, au service de l'Église et de la bourgeoisie, prônant l'activité littéraire comme lieu de socialité entre les membres de la bourgeoisie et de la noblesse, et du peuple, peut-on penser. Même si les jeux sont parfois destinés aux simples gens, comme on pourrait le laisser penser, ils restent en réalité des éléments très intellectuels. Et ces jeux intellectuels côtoient les carnavals, les pièces religieuses, les fêtes dansées, formant tout un monde de spectacles très variés dans lequel on compte la fête des fous, héritage des Saturnales romaines, à la fin du mois de décembre. La notion de folie est ici à manipuler avec circonspection, mais le besoin de trouver un chemin entre pulsion et raison vers le salut paraît essentiel. La particularité d'Adam de la Halle est de nous offrir, dès le XIIIe siècle, non pas une histoire hagiographique, mais une histoire basée sur une certaine vision de la réalité. Ces jeux étaient destinés au divertissement intelligent de la noblesse, de la bourgeoisie, et correspondent à certains canons. Ainsi, dans une société qui connaissait mille misères, mais savait s'amuser de façon intense, le jeu de Robin et Marion, créé à Naples, apparaît comme un miroir dans lequel cette société du mécénat souhaite se refléter, non sans une certaine acidité. De surcroît, l'articulation du jeu est complexe. Chez Adam de la Halle, il y a un prologue, le jeu du pèlerin, qui renvoie au prologue du jeu de la feuillée, qui lui avait été créé primairement à Arras pour les bourgeois, dans lequel se mêle beaucoup de surnaturel. Et ce même prologue renvoie par le même genre d'acteur annonçant la scène au jeu de Robin et Marion, qui est tout à fait une pastourelle. La langue utilisée ici, le dialecte picard, on utilise la forme de l'alexandrin, poésie tout à fait révélatrice de cette époque-là. Ce commentateur annonce une histoire à un auditeur tiers. Et on est ici en fait dans la mise en abîme du jeu dans le jeu lui-même. Et le tout s'achève par une scène de bergerie, de fête folle, qui renvoie directement au monde des fêtes galantes ou des fêtes populaires. Ponctuant le tout, des chansons et autres moments musicaux, avec partition, ancrent le jeu dans la réalité culturelle des spectateurs. Ce sont des chansons que Adam de la Halle n'a pas trouvées, qu'il, disons, a inclus, font partie du substrat culturel que tout le monde partageait. Et on pourrait penser que ces spectateurs participent au jeu eux-mêmes, comme les rois par exemple dans les ballets. C'est une œuvre d'art totale en réalité que ces jeux. Musique, texte, jeu d'acteur, place du spectateur, tout est pensé pour rendre le spectateur actif du jeu, ce qui n'a rien à envier au théâtre de Bertolt Brecht, au début du XXe siècle notamment, en ce qui concerne, par exemple, la place de la langue et du dialecte. Le Picard joue ici le rôle d'ancrage dans le jeu, dans un spectacle à portée internationale. Mais les jeux d'Adam s'inscrivent eux-mêmes dans une existence du théâtre médiéval, dans l'espace méridional. Outre les jeux populaires susnommés, se diffuse un genre sérieux, prenant sa source chez Ovide ou Lucain, via des manuscrits rédigés par Arnulphe d'Orléans ou Mathieu de Vendôme au XIIe siècle. Ce sont les prémices de la Renaissance, de la culture classique romano-italienne, qui s'agrémentent d'œuvres venues de l'espace franco-occitan, comme les œuvres d'Adam de la Halle. Le XIIIe siècle connaît déjà un dramaturge en Sicile, à la cour de l'empereur germanique Frédéric II, vraiment une figure extraordinaire.
sous le nom de Jacques de Bénévent ou encore de Ricardo de Venosa, comédie élégiaque, Paolina et Paula, qui serait un pastiche d'Horace. Alors de là se trace une voie entre la romanité et la Renaissance, et la poésie troubadouresque et trouvresque contribue à sa formation. En effet, la pastourelle d'Adam de la Halle ne semble pas rester sans lendemain. Le genre de la comédie pastorale se développe tout au long du XIVe siècle avec des reprises des bucoliques de Virgile ou du Cyclope d'Euripide. Et comme dans le jeu de Robin et Marion, comme on peut le voir à l'écran, le ton est parfois grivois, populaire, mais toujours dans l'optique des intellectuels. Et là s'ajoute la figure du giuliare, du giuliare, du goliard, du jongleur, c'est-à-dire à la fois de l'esprit estudiantin, le goliard, qui donne une poésie grivoise, satirique, scatologique, et l'esprit du troubadour, ou juglar, le giullare, c'est un peu les deux, une poésie plus fine et philosophique. Et déjà au XIIe siècle en Toscane, il y avait un giullare qui avait composé des contrefactas, des pastiches de pièces de troubadour, les Rhythmos Laurentianos. Au XIIIe siècle, un certain Ruggieri d'Apully, mis à mort pour hérésie en 1262, avait lui-même pastiché une passion, donc un jeu religieux. Ceci nous amène au Zani, au bouffon de la Commedia dell'arte. Et rappelons que la bouffonnerie, héritage grec, était très très vivace. On retient notamment le portrait du bouffon du prince philosophe Lionel d'Este, Pietro Gonella, par Jean Fouquet, par exemple, présenté à l'écran. Et ce goût pour le théâtre dans les cours italiennes, à la croisée des mondes entre le Saint-Empire romain, germanique, la Sicile aragonaise et un espace franco-anglais brillant, atteste du fort ancrage de la présence par exemple d'un Adam de la Halle, Trouvère Picard, au service d'un seigneur méridional, Charles d'Anjou, qui, comme Thibaut de Navarre, était à la fois du nord et du sud, étant fils du roi de France et de Blanche de Castille. Au cours de cette conférence, nous avons vu que les échanges entre trouvères et troubadours via le service auprès de seigneurs méridionaux non autochtones a concerné aussi bien la langue, la forme, que la continuité même de certaines formes de littérature. La musique n'est pas absente de cette dynamique, elle va trouver son prolongement par Adam de la Halle lui-même, de la monodie vers la polyphonie, et les compositeurs vont œuvrer dans ce sens. Et là, deux figures sont intéressantes à écouter. Jean Vaillant, actif en Avignon entre 1360 et 1390, un suiveur de Guillaume de Machaut et un précurseur de Guillaume Dufay, tous deux Picards, et Johannes Sissiona, né à Liège vers 1370, mort à Padoue, Vénétie en 1412, considéré comme le premier jalon de l'école musicale entre Flandre et Italie, l'école de Bourgogne, lui aussi serviteur des papes, non plus en Avignon, à Rome. Parlons de Jean Vaillant, semble originaire de Picardie, il a certainement connu Guillaume de Machaut, mort à Reims en 1377, qui le dit « Mestre, lequel te noie à Paris escole de musique ?» On sait cependant que Johannes Valentis a été reçu en 1352 en Avignon pour servir le pape limousin Clément VI, parent de Pierre de la Jugie, qu'on connaît bien à Narbonne, en tant que maître de chapelle. De même que le Lannoy Enguerrand Carton fera le lien pictural entre l'art méridional et l'art franco-flamand en Avignon, Jean Vaillant semble porteur d'une tradition de rhétorique nouvelle, dont Guillaume de Machaut est fondateur, et qui va se répandre dans la sphère papale et italienne. Le virlet est présenté à l'écran, forme de poème, héritier du routouange, lequel également est une sorte de refrain, apporte des imitations d'oiseaux, qui cependant usent de mots tout à fait humains. En son temps, c'était une chanson très célèbre, très acerbe contre le clergé que pourtant Jean Vaillant sert en Avignon. On peut ici se poser la question de la réception, si c'est de l'art officiel ou une sorte de poème issu d'une liberté artistique forte. Jean Vaillant fait partie de ces innovateurs de la musique du XIVe siècle qui n'hésitent pas à reléguer sous le nom d'ars antiqua, art antique, tout ce que les siècles précédents ont donné, prémisse de la polyphonie qui va intensément se développer au XIVe siècle. On nomme ici la figure de Philippe de Vitry, évêque de Meaux, qui est présent en Avignon en 1350 et qui nous a donné ce terme d'ars nova, c'est-à-dire d'art nouveau. On va vraiment ici apporter une notion de modernité. On voit à l'écran
folio du roman de Fauvel, avec sa partition. On est ici dans une musique qui se veut différente dans ses rythmes, surtout de ce que les XIIIe, XIIe siècles, par exemple, ont donné. Notamment dans le Codex d'Ivray, une localité située près de Turin, en Piémont, on retrouve des œuvres de ce Philippe de Vitry, de Guillaume de Machaut, qu'on a nommé précédemment, également de Mailleux de Noyon, etc. C'est-à-dire les grandes figures du Nord qui vont influencer et qui sont influencées par rétroaction par la musique de ce complexe occitano-italien dans lequel la cour papale d'Avignon joue un très grand rôle. Le Codex d'Ivray, ce sont des œuvres qui ont été composées pour les cours de Toscane, d'Avignon, et également de Foix, sous Gaston Phébus, donc large spectre. Un autre manuscrit, le Codex de Modène, nous intéresse aussi pour le XVe siècle. Là, il faut parler d'ars subtilior, l'art de la subtilité, de la complexité des rythmes, de lequel on retrouve encore Guillaume de Machaut, Mailleux de Noyon, et ce Johannes Sissonia, dont on va parler ensuite et qui venait de Liège. Et là va s'ériger véritablement, dans ce XVe siècle, ce qu'on va appeler l'école franco-flamande, on appellerait aussi l'école bourguignonne, italienne, et qui est à la base de l'harmonie moderne, qui va utiliser le support de la musique imprimée. On va y retrouver ce que Lars Noah au XIVe siècle avait donné, c'est-à-dire ce mélange du sacré et du profane, combattu par les papes, notamment d'Avignon, mais pourtant ce sont bien eux qui ont contribué à son existence, musique étant toujours le reflet, voire le contraste de l'époque dans laquelle elle existe. Quant à Johannes Sissiona, natif de Liège, alors une ville libre avant de devenir bourguignonne, il est attesté en 1391 à Rome au service du pape italien Boniface IX. En tant que maître de chapelle de l'importante cathédrale de Padoue, où se trouvait l'une des universités les plus importantes avec Bologne, il rédige 2 traités de musique, dont un Nova Musica, qui intronise un nouveau style, celui de la Renaissance, tout entière, mêlant motets, virelais, madrigaux et musique liturgique. La place du ténor surtout change à partir de Sissiona. Déjà, on était bien ancré dans la polyphonie, et le ténor n'est plus seulement porteur de mélodie, mais il est porteur de la ligne harmonique elle-même, c'est-à-dire ça devient une des voix les plus importantes dans la polyphonie. Et on propose ici le virelais Sus une fontaine, donc de Languedoy, qui démontre parfaitement la transition, avec un jeu intéressant, on peut écouter sur le rythme des strophes dans la polyphonie. Ainsi, toute une voie est tracée depuis les échanges linguistiques des trouvères et troubadours vers une plus grande interculturalité dans notre étude de la musique, même à partir de la Renaissance. Et on pourrait recommander aux éditeurs d'en découvrir davantage, de s'initier à certains compositeurs qui continueront de tracer cette voie de l'intelligence interculturelle dans laquelle se retrouvent aussi bien des Français du Nord que du Midi, Hénemon Gautier, Guillaume Bousignac de Narbonne, Artus Aucouteau, Étienne Moulinier, Mondonville. Ces compositeurs comme Annibal Gantès, Louis Lefebvre, Joseph Valette de Montigny, de Béziers, Baudin de Boismortier, Nicolas Deleyrac. Dans un certain sens aussi, des compositeurs comme Marguerite Canal, des chansonniers comme Brassens, Cabrel, font partie de cette grande dynamique qui nous amène aujourd'hui à un paysage culturel dans lequel s'ancrent bien entendu ces débats, ces mouvements entre l'interculturel, mais non pas seulement, qui nous font aussi envisager peut-être notre place au niveau d'une culture par rapport à une autre. Et c'est cela que je souhaitais apporter à travers cette conférence des trouvères au service des seigneurs méridionaux, c'est que bien entendu, toute cette poésie de pouvoir nous renvoie également à la place de l'histoire, comment raconter l'histoire, comment raconter la culture, et ceci n'est jamais, bien entendu, sans un certain point de vue. Merci à vous pour votre écoute, et je vous invite donc à découvrir non pas seulement ce dont on a parlé, mais aussi ce que vous pouvez découvrir par vous-même à travers le phénomène
ici des compositeurs entre midi et nord de la France. Merci à vous.